Merci d'être là ce soir. Merci à Benoît de m'inviter. C'est une grande joie pour moi, d'autant que je suis ancien DRH. Moi. Et quand j'étais à l'époque à Sciences Po, j'avais pris la spécialisation ressources humaines en dernière année, j'avais suivi un séminaire optionnel sur l'histoire de la musique, enfin plus exactement, on étudiait la relation entre les compositeurs et la société de leur temps. Et c'était un dénommé Jean-Michel Damian, qui était producteur à France Musique à l'époque, et qui était un ancien d'ailleurs de l'école. Et tous les élèves qui ont suivi ce séminaire optionnel ont travaillé dans la musique. Alors moi, j'ai mis 25 ans avant d'y travailler, parce que j'ai quand même travaillé chez Schlumberger, assistant du DRH Water and Gas, de la branche eau et gaz, et où j'étais chargé du recrutement des ingénieurs et cadres et de la formation. Et en même temps au siège là-bas à la compagnie des compteurs à Montrouge, le siège était là. Après j'ai travaillé chez Spi-Batignolles, division électricité et nucléaire, où j'étais en charge également du recrutement de la formation des ingénieurs et cadres. Et puis après je suis devenu DRH de Conforama, voilà, membre du comité de direction. Alors, je ne suis pas chef d'orchestre. Alors vous allez me dire, mais il va nous parler du chef d'orchestre alors qu'il n'est pas chef d'orchestre. Bah oui, parce que alors, j'ai compté le nombre de concerts auxquels j'ai assisté. Le premier concert auquel j'ai assisté, c'était en 1977. Alors c'est marrant parce que c'était un groupe de cadres du Crédit Agricole de l'Oise. Il y avait un groupe de mélomanes, un peu comme Benoît, qui avait organisé de Beauvais, parce qu'à l'époque j'habitais à Beauvais, ils avaient organisé un voyage en autocar à Paris, au Palais des Congrès. À l'époque c'était le Palais des Congrès. Et pour mon premier concert, c'était, tenez-vous bien, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par un dénommé Karl Böhm, qui était un des plus grands chefs de l'époque. 3e symphonie de Beethoven, Eroica, que j'adore. J'ai d'ailleurs fait un documentaire sur YouTube sur le sujet. 4e symphonie de Beethoven, et ensuite, en bis, l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner. Ça a été une expérience pour moi absolument incroyable. De voir tous ces hommes en noir, à l'époque il y avait des hommes dans les orchestres, mais voir tous ces hommes en frac, Karl Böhm, qui à l'époque était déjà assez âgé, qui dirigeait assis. On va y venir, parce que c'est ce que j'aimerais en fait partager avec vous ce soir. Je me méfie un peu des comparaisons un peu rapides qu'on peut faire entre le chef d'orchestre et le manager. Je pense que ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est vraiment qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre, avant de faire la comparaison. On fera la comparaison, bien sûr, et puis chacun pourra s'exprimer ensuite. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir à ce métier. Vous savez, Jacques Attali, par exemple, qui dirige lui-même un orchestre, il dit que s'il n'avait pas été conseiller de François Mitterrand, s'il n'avait pas travaillé autant sur l'économie, la politique, etc., il serait devenu chef d'orchestre. Parce que, dit-il, c'est le métier le plus difficile. Et on va y venir. Et j'allais dire, c'est même plus qu'un métier, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et quand vous interrogez les plus grands chefs d'orchestre du passé, eh bien, ils vous parlent tous de l'amour. C'est un acte d'amour de diriger un orchestre. Alors, je ne suis pas DRH, effectivement, mais je ne suis pas chef d'orchestre, pardon, mais j'ai parlé avec pas mal de chefs d'orchestre. Je suis allé les voir des fois dans leur loge, tellement je les admirais. Je les ai observés, parce que j'ai vu à peu près 300 concerts depuis 1977. Donc, je les ai observés, et c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est le médium. C'est celui qui va effectivement faire en sorte qu'on va être fasciné, emporté, ému, bouleversé par la musique. C'est lui, tout passe par lui. Et c'est paradoxal parce que c'est le seul qui ne joue pas de musique. Alors, le plan que je vous propose. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre ? On va essayer de travailler ensemble là-dessus ce soir. Et là, bien sûr, vous imaginez qu'on va prendre des exemples. Des exemples à la fois en CD et en DVD. Donc on verra des chefs d'orchestre, on entendra des chefs d'orchestre. Ensuite, on essaiera de voir effectivement quelles sont les convergences. Et bien sûr, il y a des convergences. Mais il y a aussi beaucoup de divergences. Donc c'est ce qu'on abordera en dernière partie. Okay ? Alors, une phrase d'Elias Canetti, grand peintre. Il n'est pas d'expression plus concrète de la puissance que l'activité de chef d'orchestre. Et parce qu'effectivement, il incarne le commandement. D'ailleurs, en allemand, chef d'orchestre, ça se dit Dirigent, Dirigent. En anglais, the conductor. Alors en espagnol, c'est le director de orchestra. Mais vous voyez, c'est l'idée déjà du commandement. Et ce commandement, il est immédiat. Le chef arrive, il y a le silence, on l'applaudit, et dès qu'il arrive, paf, la musique part. En fait, c'est la forme la plus franche, la plus immédiate d'autorité.
dans un monde aujourd'hui actuel où l'autorité est remise en question. Il incarne l'autorité, il incarne le pouvoir, tous les regards sont portés vers lui et il lance la musique. Alors je vous propose effectivement incarnation de l'autorité, incarnation du pouvoir, de ce pouvoir immédiat, c'est-à-dire qu'en fait on lui obéit au doigt et à l'œil, même quand les yeux sont fermés. Parce que Karajan, à une certaine époque, à la fin, il ouvrait les yeux, mais au début, il est fermé. Il avait travaillé, on va le voir, en répétition avec son orchestre, mais on lui obéit au doigt et à l'œil. Et il incarne le pouvoir, il incarne la force, il incarne l'autorité. Premier exemple, je vous propose, c'est un exemple musical, symphonie numéro 2 de Beethoven, dirigée par Herbert von Karajan. Incarnation, alors absolue, du pouvoir, le maestro absoluto, comme on l'appelait. Alors, sa responsabilité est énorme. Parce qu'un chanteur d'opéra, imaginons qu'un soir, un chanteur d'opéra soit moins en forme que d'autres, et les pauvres, ils sont confrontés au jet lag, à l'air conditionné dans les hôtels, etc. Bon, ça ne remet pas en cause l'ensemble de la représentation de l'opéra, puisqu'il y a d'autres chanteurs, il y a un orchestre, il y a un chœur. Mais si le chef d'orchestre n'est pas en forme le soir du concert, ou si, et ça peut arriver, il n'est pas très bon, parce que c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des très bons, et puis il y a des moins bons, et il y a des mauvais. Alors là, à ce moment-là, ça devient, tout est remis en cause. Parce qu'une partition, comme le disait Stravinsky, ça n'est qu'une promesse de musique. Et c'est au chef d'orchestre de la faire revivre. Et cette responsabilité-là, elle est énorme. Alors, est-ce un métier? Je vous l'ai dit non. Ce n'est pas un métier. D'ailleurs, il y a eu dans le passé des grands chefs d'orchestre qui étaient en même temps compositeurs. Par exemple, comme Hector Berlioz, comme Gustav Mahler, comme Richard Wagner. Aucun n'a suivi un cours de direction d'orchestre. Ils sont devenus chefs d'orchestre par leur, par leur talent, par leur génie intrinsèque. Ce n'est pas forcément un métier qui s'apprend. En général, ce sont des musiciens. La plupart Karajan, par exemple, était plutôt bon pianiste. Il a commencé sa carrière à Salzbourg. Son premier concert, d'ailleurs, c'était au piano. Je crois qu'il avait avoir 16 ou 17 ans à Salzbourg. Donc, il était plutôt bon pianiste. Il voulait d'ailleurs rattraper son frère, qui était encore meilleur pianiste que lui et qui était son aîné. Il voulait dépasser son frère. Donc, c'est un métier, si vous voulez, qui va, comme tous les métiers, au-delà de la technique.
C'est Gustav Mahler qui disait il y a les notes d'un côté, mais il y a ce qu'il y a au-delà des notes, c'est-à-dire l'esprit de l'œuvre. Qu'est-ce que le compositeur nous dit? Parce que, si vous voulez, une partition, je vous l'ai dit, ça n'est qu'une promesse de musique, mais vous imaginez, elle est fermée, la partition. Et puis le chef d'orchestre l'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a dans la partition? Eh bien, il y a le compositeur qui nous parle. Mais il nous parle avec ses mots. Il est mort il y a longtemps, hein, mais il revit. Il nous parle avec ses mots, c'est-à-dire avec des notes. Et c'est au chef d'orchestre d'essayer de saisir l'esprit de cette musique. J'adore cette phrase de Bruno Walter. Il dit « Chef d'orchestre, c'est montrer le joyau en pleine lumière. C'est être capable de trouver le joyau et de le mettre en pleine lumière. » Voyez ? C'est une compréhension, bien entendu, non seulement musicale, technique de la partition, parce que je ne vous dis pas que la technique n'est pas importante, je vous dis simplement qu'elle n'est pas suffisante. Mais c'est une compréhension poétique, c'est une compréhension émotionnelle, c'est une compréhension d'ordre spirituel. Alors, mettre le joyau en pleine lumière, bien oui, il y a eu de grands chefs dans le passé qui ont mis le joyau en pleine lumière. Écoutons par exemple comment Carlos Kleiber, dans le début de la 4e symphonie, qui commence là, dans l'esprit de Joseph Haydn, par une introduction lente. Comment ces chefs éminemment charismatiques arrivent à ménager la transition entre cette introduction lente et l'allegro vivace qui va suivre. Et regardez bien l'expression de son visage, regardez bien tout le corps qui devient musique à ce moment-là. Vous avez vu aussi comment il écoute son orchestre. Le premier auditeur de l'orchestre, c'est le chef d'orchestre. Comment il les écoute. Alors passons, si vous voulez bien, à la première partie maintenant. Le chef d'orchestre, une mission sacrée. Et là, je m'appuie sur les écrits, sur les déclarations d'un certain nombre de grands chefs d'orchestre, dont d'ailleurs, je vais vous lire un certain nombre de citations. Alors, quel est le but d'un chef d'orchestre? C'est de produire de la musique. Jusqu'à présent, tout le monde suit. Mais c'est quoi la musique? Alors là, il y a un certain nombre de grands penseurs qui ont écrit sur la musique. Prenons par exemple Lévi-Strauss. C'est le plus grand mystère des sciences de l'homme. Prenons Platon. Platon, Aristote sont très tôt intéressés à la musique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La musique, c'est le langage de l'âme. C'est ce que les paroles ne pourront jamais exprimer.
Que nous dit Hegel? C'est le langage de l'intériorité. C'est le langage de la subjectivité. D'ailleurs, moi, quand je fais écouter parfois des extraits de musique, je suis expert à l'APM depuis une vingtaine d'années, et à chaque fois, je leur fais écouter, par exemple, l'ouverture de la flûte enchantée, la plupart, ils ferment les yeux. Et je me dis, bah écoute, t'es pas venu à l'APM pour rien, là, parce qu'effectivement, ils sont dans l'intériorité. Hein, ils captent la musique au plus profond d'eux-mêmes. C'est l'art le plus immatériel, c'est à bien des égards un mystère, il a raison, Claude Lévi-Strauss, c'est un grand mystère. Et le chef a un pouvoir de recréation absolument considérable. La partition, en fait, est recréée grâce à son travail. Alors, pour vous montrer à quel point ce travail de chef d'orchestre est important, nous allons écouter 4 versions du début de la 5e symphonie. Alors, c'est le tube absolu de la musique classique. Sol, 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 mi bémol. D'accord ? 3 brèves, 1 longue. Ça, c'est un langage de musicologue. Alors, le secrétaire de Beethoven, qui s'appelait Schindler, que Beethoven n'aimait pas beaucoup, mais un jour, il lui dit « Maître, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ces notes, ces 4 notes là, d'ouverture de la 5e symphonie ?» Il lui a répondu, pour se débarrasser assez rapidement de lui, il lui a répondu « C'est le destin qui frappe à ma porte. » Peut-être que oui, peut-être que non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en ut mineur, que c'est particulièrement oppressant, qu'on va entendre ce thème tout au long de la symphonie, je crois 157 fois, pam 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 pam, il revient 157 fois dans l'œuvre, et donc que c'est particulièrement oppressant et qu'effectivement c'est une espèce de trajectoire en fait, d'ordre spirituel qui mène de l'ut mineur du départ, donc d'un caractère très sombre, tragique, jusqu'à l'ut majeur du final, la coda finale, qui est un final apothéotique et qui se plonge de façon optimiste dans l'avenir. Alors, si vous voulez bien, écoutons d'abord Wilhelm Furtwängler, 1943, dans le tout début de la 5e, et on va pouvoir comparer avec d'autres chefs, et vous allez voir les différences, vous allez les noter à l'oreille, les différences importantes entre ces versions. Alors commençons par Furtwängler, si vous voulez bien. Et c'est Gustav Mahler qui disait, qui était un grand chef, qui disait mais comment je vais démarrer cette 5e symphonie, puisque Beethoven ne nous dit rien, il ne donne aucune indication. Et là, on voit que le chef d'orchestre, il a une marge de manœuvre absolument incroyable. Faire revivre une partition, je vous l'ai dit, c'est une recréation, en fait, c'est ce qui fait que moi, je suis toujours ému quand je vais au concert. Parce qu'effectivement, c'est une recréation.
d'une œuvre qui date parfois de 200, 300 ans, et qu'on va réécouter de nouveau. Alors, c'est une recréation sur le plan technique, parce que bien entendu, vous imaginez bien qu'il faut parfaitement maîtriser l'écriture, l'orchestration, l'instrumentation. Il faut que le chef sache exactement à quel moment le trompettiste solo intervient, le flûtiste solo, etc. Donc il doit avoir la partition en tête. Alors là, je crois que c'est le grand chef Hans von Bülow qui avait dit à l'époque, un grand chef d'orchestre à l'époque de Wagner, qui avait dit il y a deux catégories de chefs d'orchestre. Il y a ceux qui ont la tête dans la partition, et puis il y a ceux qui ont la partition dans la tête. Vous voyez, ça va pas sonner pareil. Ce qui ne veut pas dire que les chefs qui ont la partition devant eux sont des mauvais chefs. Attention, ça, il y a des très très bons chefs qui ont la partition devant eux pendant le concert. Simplement, ils veulent rester fidèles à l'esprit de l'œuvre, et puis c'est un outil pour eux. Mais c'est pas ce qui distingue le bon chef du mauvais chef. C'est simplement le travail qui a été fait en amont, et ce dont je vous parlais, l'esprit de l'œuvre. Donc il y a un côté, si vous voulez, technique, bien entendu, qui est évident. Il y a un côté humain, parce qu'une vision ne vaut que si elle est partagée. D'accord ? Donc le chef d'orchestre, il a une vision de l'œuvre, et ensuite il faut qu'il la fasse passer, il faut qu'il la transmette aux musiciens. Alors au XIXe siècle, c'était des chefs dictateurs pour la plupart, y compris Gustav Mahler, qui était un dictateur. Voilà. Donc les musiciens n'avaient pas le droit à la parole, c'était comme ça, pas autrement. Bon. Même Toscanini, qui était un dictateur aussi. Aujourd'hui, disons qu'on laisse s'exprimer les musiciens. Les musiciens ont le droit à la parole, et on a des chefs d'orchestre qui sont davantage, entre guillemets, des managers que des dictateurs. Mais c'est lié à l'ère du temps. Et puis, il y a une part d'irrationnel. Il y a une part de mystère. Vous voyez, une part de magie. Alors là... à propos, par exemple, d'un chef d'orchestre qui s'appelait Arthur Nikisch. Arthur Nikisch, c'était celui qui était avant Furtwängler à la Philharmonie de Berlin. D'accord ? C'était un chef qui faisait, je crois, 1m90, 100 kg, très impressionnant, et qui a dirigé le Philharmonique de Berlin pendant pas mal d'années. Et il y a un musicien qui témoigne, je cite, « Il lui suffisait de nous regarder, souvent sans presque remuer la baguette, et nous jouions comme des possédés. » Vous voyez, la présence simplement du chef donnait aux musiciens une énergie absolument incroyable. Il se dépassait rien qu'en regardant ses yeux. Vous voyez ? À propos de Carlos Kleiber, qu'on vient de voir ici, un musicien qui a joué avec lui a déclaré « Diriger était pour lui un acte religieux. » Peut-être au sens religaré, relier les musiciens entre eux, relier les musiciens avec le public. C'est une communion, un concert aussi. C'est à la fois un rituel, mais c'est une communion. Et puis il y a l'intériorité. Alors là, à propos de Wilhelm Furtwängler, qu'on a entendu tout à l'heure, je cite un musicien qui témoigne. Avant le début d'un mouvement, il avait une faculté, une capacité de descendre en lui-même, de s'intérioriser, qui nous impressionnait et en même temps nous aidait à créer en nous et dans notre jeu le climat recherché. On sentait que le tempo, et donc tout le mouvement musical, venait de loin. Eh bien, je vous propose, pour illustrer cette phrase, non pas de voir Wilhelm Furtwängler, parce qu'il y a très très peu d'images de Wilhelm Furtwängler, qui est mort dans les années 50, je vous propose de regarder un chef qui s'appelle Günther Wendt, qui a dirigé très 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 tard, jusqu'à un âge très avancé. Là, on va le voir à Lübeck. Il dirige la 4e symphonie de Bruckner, 2e mouvement, et vous allez voir à un moment le regard qu'il lance notamment au cuivre, au corps, au moment où les corps doivent jouer la partition. Donc on est à Lübeck, dans la cathédrale de Lübeck, en 1990. Vous allez voir, là, pour le coup, le fait de descendre en lui-même et d'incarner, par le regard simplement, une force absolument incroyable.
Alors là, on passe, vous voyez, d'une extériorisation. Vous avez vu le regard incroyable qu'il lance au cuivre, et après, d'un seul coup, dans cette phase, vous voyez, de confession intime, on a des confessions chez Anton Bruckner, là, il revient dans l'intériorité. Et on a la main gauche qui est reliée à l'hémisphère droit. Généralement, quand un chef d'orchestre remue la main gauche, c'est qu'il y a de l'émotion. C'est qu'il y a quelque chose qui est relié à l'émotion. La main droite, elle est reliée à l'hémisphère gauche, c'est la technique. Il faut qu'il ait toujours les deux. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter par l'émotion. Il faut toujours qu'il ait un œil sur la technique, mais il ne faut pas qu'il reste simplement dans la technique. Sinon, tout le monde s'ennuie. Alors, Furtwängler, toujours, la question de l'interprétation est à la fois simple et compliquée, dit-il. Comme toutes les questions où l'amour joue un rôle primordial, faire de la musique comme compositeur ou comme interprète est avant tout un acte d'amour. Fin de citation. Carlo Maria Giulini, grand chef italien, qui est souvent venu à la salle Pleyel, diriger les Brahms, les Requiem allemands, etc., les Bruckner et autres, Mozart. Je cite, à la RAI 3, 1996, à Ferrara, « L'important est de faire notre travail avec amour et grande attention, avec un énorme respect, mais surtout un grand amour. » Eh bien, écoutons par exemple de nouveau Herbert von Karajan, alors là il est un peu plus âgé, dans la 8e symphonie de Bruckner, dans le mouvement lent, Adagio, dont Bruckner a dit que le deuxième thème, il l'avait trouvé dans l'œil d'une jeune femme. Et vous allez voir comment ce vieux lion, qui était Herbert von Karajan, comment, j'ai même du mal à en parler, il faut le voir simplement, comment le visage, ce qu'il exprime par son visage, une espèce de douceur dedans. On a l'impression qu'il a envie de prendre Bruckner dans ses bras. Alors, je voudrais vous citer un chef d'orchestre de la fin du XIXe siècle, Felix Weingartner, qui parle donc de Richard Wagner, je crois qu'on le voit ici, voilà, Weingartner, grand chef d'orchestre, qui a été d'ailleurs l'élève de Bruckner à Vienne. Et donc il parle de Richard Wagner qui a été, comme vous le savez, un grand compositeur d'opéra, mais également un immense chef d'orchestre. Il dirigeait notamment énormément la musique de Beethoven. Il a donné le Dimanche des Rameaux à Dresde, je crois que ça devait être en 1848, une interprétation mémorable de la 9e symphonie. Alors, Weingartner dit la chose suivante à propos de Richard Wagner, chef d'orchestre. Richard Wagner recherchait la fin des œuvres dont les sons et les notes ne sont que des moyens. Il cherchait la trame profonde, le fil conducteur, la ligne psychologique, dont la révélation transforme comme par miracle une image sonore plus ou moins incertaine en une apparition aux formes parfaites qui s'adresse directement au cœur. Alors l'auditeur, tout étonné, se demande par quels moyens des morceaux qu'il croyait connaître depuis longtemps ont pu prendre soudain un visage tout différent. L'esprit de l'œuvre émerge alors de sa gangue sonore. Fin de citation.
Eh bien, je vous propose là l'esprit de l'œuvre qui émerge de sa gangue sonore. Écoutons le final de la 4e symphonie. Alors, excusez-moi, hein, il n'y aura pas que du Bruckner, mais il y a beaucoup de Bruckner puisque j'ai écrit un livre sur Bruckner et j'aime ce compositeur, mais j'aime beaucoup Beethoven et plein d'autres compositeurs. Mais écoutons par exemple le final de la 4e avec donc un chef qui a 97 ans, que je vais aller écouter à Berlin le 20 décembre prochain. Donc il dirige toujours à 97 ans. Là, c'était il y a 3 ans, au Concertgebouw d'Amsterdam. Regardez bien, donc il dirige le Philharmonique de Vienne. Regardez bien ce qui se passe au moment où les dernières notes s'achèvent de ce final de la 4e symphonie. Regardez bien l'expression de son visage. Alors, le métier de chef d'orchestre, parce que je vous ai dit que c'était une vocation, un sacerdoce, mais il faut du professionnalisme. Hein. Sans professionnalisme, le sacerdoce, la vocation, elle ne pourra pas s'exprimer. Il y a plusieurs facettes, et qui demandent d'ailleurs des qualités un peu différentes. La première étape du chef d'orchestre, c'est l'étude, je vous l'ai dit, de la partition. Donc là, c'est un travail solitaire, d'introspection. Il y a un chef d'orchestre récemment qui m'a contacté, Jordi Saval, il me dit, voilà, monsieur Chaillet, ça fait 2 ans que je travaille la partition de la symphonie Nullte de Bruckner. Est-ce que vous voudriez avoir la gentillesse d'écrire le programme du livret du CD? Je lui ai dit, écoutez, maître, c'est un grand honneur que vous me faites, parce que 2 ans de travail. Hein. Le chef qu'on vient de voir tout à l'heure, Günther Wand, on lui avait demandé à 60 ans de diriger la 5e symphonie de Bruckner. Il avait dit non, c'est trop tôt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas encore assez mûr. Donc il y a un travail, si vous voulez, de solitaire, d'introspection. On voit ici Karajan là, qui analyse la partition. Ça prend des années, voire même peut-être une vie pour comprendre le sens d'une partition.
Il faut essayer de percevoir ce que Bruno Walter appelait l'âme du compositeur. Et effectivement, c'est d'une extrême complexité. Alors ça, c'est le côté un peu intellectuel du métier. Voyez. Et puis, alors, il y a un certain nombre de grands chefs d'orchestre, donc Bruno Walter, qui dit par exemple, comment voulez-vous diriger la pastorale de Beethoven si vous n'aimez pas vous-même vous promener, non seulement vous promener, mais ressentir des vibrations profondes au contact de la nature. Comment voulez-vous diriger la musique de Bruckner si vous n'avez pas de la spiritualité profonde? Voyez, ça, c'est quand même difficile. C'est là qu'on voit qu'il faut aller au-delà de la technique. La technique ne suffit pas. Donc, il y a un côté intellectuel et puis il y a un côté communicant, parce qu'il y a les répétitions aussi après. Et là, si vous voulez, ce travail d'introspection, ce travail d'appropriation, eh bien là, après, il y a un travail de communication. Le chef d'orchestre devient un communicant. Alors, j'ai fait figurer un petit schéma ici. Voilà. Un chef d'orchestre, en fait, alors il y a la partition au centre, hein. Voilà. Mais le chef d'orchestre, si vous voulez, il est en contact, bien sûr, avec les musiciens. Ça, c'est sûr que c'est son travail principal. Mais il est aussi en contact avec le public. Il y a des vibrations qui passent entre le chef d'orchestre et le public. Il est en contact aussi avec la critique, alors plus ou moins bonne, selon les soirs, selon les soirées, selon les concerts. Et puis, il est en lien avec la direction générale de l'orchestre aussi. Là, il y a un rapport entre le chef d'orchestre et le directeur général de l'orchestre qui s'instaure, qui est un rapport, là, j'allais dire, de management. Alors, revenons, si vous voulez bien, donc le travail en répétition. Alors, le travail en répétition, si vous voulez, ce qui est important, par exemple, c'est que on ne peut plus imposer une vision maintenant. Un chef d'orchestre, il n'arrivera pas à imposer. Il va falloir qu'il arrive à convaincre que sa vision de l'œuvre, vous imaginez la 5e symphonie qui a été dirigée des milliers de fois, que sa vision, lui, de la 5e symphonie, elle est pertinente et qu'il a envie de la transmettre à ses musiciens. En n'hésitant pas à leur demander leur avis de temps en temps, notamment au premier violon, qui est le personnage principal de l'orchestre. Donc il doit écouter les musiciens, d'accord ? C'est le premier auditeur, je vous l'ai dit. Et puis surtout, on l'a vu pour la 5e, il va choisir le tempo. Le tempo, c'est un peu comme dans les entreprises. Il va être plus ou moins lent ou plus ou moins rapide selon l'objectif qu'on s'est fixé et le délai qu'on a fixé pour réaliser l'objectif. Par exemple, vous voyez, les trombones et les trompettes, si elles sont trop fortes, elles vont écraser les corps. On ne va pas entendre les corps, parce que le corps, il a une sonorité moins forte que les trombones et les trompettes. Il ne faut pas que les cuivres écrasent les cordes. Donc il y a des équilibres à respecter, vous voyez. Et ça, c'est le rôle du chef d'orchestre. Alors, voyons un extrait de répétition. Enfin, on va en voir 3 en l'occurrence. 2 avec Karajan, 1 avec Kleiber. Donc Karajan, là, il répète la 4e de Schumann avec l'Orchestre symphonique de Vienne. Et vous allez voir que lui, en fait, il se concentre sur des points de détail, mais plutôt techniques. Et on verra dans un deuxième extrait comment il arrive à faire en sorte que ces musiciens s'écoutent les uns les autres. Alors d'abord, première apparition de Karajan, filmée rien de moins que par Henri-Georges Clouzot dans les années 60. Donc une répétition qui en dit long sur le travail de chef d'orchestre, de répétition de chef d'orchestre. So, meine Herren, das ist die letzte Probe vor der Grammophonaufnahme, die wir morgen machen. Bitte, darf ich noch einmal die Stellen durchgehen, die also besonders wichtig für die Atmosphäre des Stückes sind? Können wir bei Beginn anfangen? Schauen Sie, das ganze Stück fängt doch in der ganzen Atmosphäre, im Beginn, doch langsam, schwer an. Deswegen sollte der erste Anfang nicht so mit einem Akzent kommen, sondern lassen Sie sich Zeit. Spüren Sie, bis die Kontrabässe anfangen und dann den Akzent langsam hereindrücken und nicht hinschlagen, bitte. Warten Sie es ab, atmen Sie lang. Aber etwas mehr Pauke. Wenn es da ist, sollte wirklich es...
kann nicht oft genug sagen, die Wichtigkeit, die diese ersten zwei Crescendi haben. Deswegen tun Sie nicht den Ton rasch hinbringen, sondern bereiten Sie ihn vor. Und dann nicht einen neben den anderen setzen, sondern die zwei verbinden. Bitte, kann ich nur dieses kleine Detail haben? Sehen Sie, jetzt ist es ganz anders. Und das macht sofort das Legato. Bitte, darf ich noch einmal beginnen? Vorbereiten, spielen Sie das Crescendo hinauf bis zum letzten Moment und dann wieder in den nächsten Akzent. Und bringen Sie mir bitte so weit wie möglich heraus, dass Sie das genaue Gegenteil von dem sind, was wir hier haben. Hier ist das Gedrückte, das Lastende und Sie sind ganz entspannt und leicht. 3 Sekunden helles Licht. Bitte, kann ich noch mal. Donc voilà, là, vous voyez, on insiste sur des points assez techniques, hein, et tant qu'il n'a pas obtenu exactement ce qu'il veut, eh bien, mais en même temps, il les laisse. Hein. Alors là, il y a un passage dans cette répétition incroyable, parce que là, vous allez voir, il s'adresse au premier violon, il lui dit « Vous entendez la flûte, là ?» Non, vous ne l'entendez pas. Alors, essayez d'écouter ce que vous dit la flûte, vous allez voir, c'est incroyable. C'est parce que le chef d'orchestre, il doit faire en sorte que les musiciens s'écoutent les uns les autres. Deswegen haben Sie keinen Kontakt, Sie hören die Flöte nicht. Eben. Was ich Sie bitte, ist an der Stelle Griffbrett zu spielen. Warum? Dadurch, dass Sie Griffbrett spielen, sind die Obertöne weg. Man hört die Flöte in Ihren Klang herein. Spielen Sie das einmal bitte. Und hören Sie jetzt einmal, was die Flöte spielt. Jetzt ist eine. Und bitte, wenn diese Stelle kommt, hören Sie sich zuerst herein. Denn die Flöte hält den Klang so auf, wie wir ihn brauchen. Und nicht eben mit dem Bogen draufdrücken, sondern ganz locker spielen. Dann kriegen wir diesen völligen Kontrast. Bitte, jetzt können wir noch mal beginnen. Donc vous voyez, hein, et d'ailleurs, quand vous observez les meilleurs orchestres du monde, et que vous regardez les premiers pupitres, ceux qui sont autour du chef d'orchestre, eh bien, ils sont un peu comme dans un quatuor à cordes. Ils se regardent les uns les autres, ils se calent les uns sur les autres. Les meilleurs orchestres sont ceux qui s'écoutent les uns les autres, qui ne sont pas chacun dans leur coin en disant « moi je suis les cordes hein », ce que fait le lumpenprolétariat, parce qu'en fait il y a une hiérarchie dans les orchestres. Hein. Les cordes c'est l'élite, hein, et puis les cuivres c'est considéré un peu comme… bon, alors qu'en fait tout le monde a son importance dans un orchestre. Hein. Chacun joue un rôle, la force d'une chaîne c'est son maillon le plus faible. Hein. Alors, là, on a un chef d'orchestre qui, vous avez vu, très charismatique, hein, et en même temps qui insiste sur des points assez techniques. Mais on a d'autres chefs pendant la répétition qui, eux, sont dans un ordre plus, j'allais dire, plus poétique. La technique est toujours là, bien entendu, mais la façon de s'adresser aux musiciens va être plus métaphorique. Vous voyez ? Et c'est le cas de Carlos Kleiber, par exemple. Alors, c'est en allemand, c'est traduit tout petit en anglais. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il dit. Hein ? Alors, il dirige l'ouverture de la Chauve-souris de Johann Strauss avec l'orchestre de Stuttgart. Et alors, il leur dit, s'il vous plaît, messieurs, cela doit être joué avec autorité, certes, mais de telle sorte que je devienne complètement inutile. C'est mon rêve. Et c'est mein Traum. Il n'y a là rien, pour l'instant, qui pousse à l'abandon, rien de vraiment parfumé. Vous voyez, tout de suite la métaphore du parfum. Bon. Mais alors là, c'était pas MeToo à l'époque, hein, mais il n'y avait que des hommes dans les orchestres. Mais je vous le dis quand même parce que c'est quand même adorable et c'est très poétique. Il leur dit aux musiciens, imaginez une femme avec de longues jambes qui entrerait dans cette salle et qui nous regarderait avec dédain. Mais cela nous la rendrait encore plus désirable. Ne jouez pas le crescendo, nous ne le jouerons pas.
Et il s'adresse un moment à un musicien, il lui dit « Est-ce que l'archet, ça va bien ?» Donc il est bien connecté au musicien, parce que l'archet devait avoir un problème. Il lui dit « Das Bogen, gut ?» Ouais, donc il est bien connecté au musicien. Et après il rajoute « C'est difficile à exprimer. Prenez soin de la technique et ensuite jouez avec expression. » Non, car étrangement la technique est l'expression. Il ajoute « La technique est l'expression. Et une compétence technique sans expression n'est rien. » ajoute-t-il. Jouez-le donc avec expression dès le départ, comme si vous vouliez séduire. Pas moi, ni une autre personne, mais une belle femme imaginaire. Et vous parviendrez, j'en suis sûr, à la séduire avec vos violons. Donc vous voyez, c'est l'anti-Karajan. Là, on est dans une répétition où en fait, on est dans la métaphore, on est dans quelque chose de plus poétique, mais le résultat, il est largement aussi bon qu'avec Karajan. Hein. Meine Herren, das müsste so überlegen sein. Das müsste so überlegen sein, dass ich also völlig überflüssig werde. Das ist mein Traum. Und da wir Zeit haben, kann ich ihn vielleicht verwirklichen, vor allen Dingen mit Ihnen. Dass das nirgends bremst, dass das nirgends zur Aufgabe wird. Dass es sehr parfümiert ist. Eine wunderschöne Frau mit langen Beinen. Daher und ein bisschen von oben herab schaut sie uns an. Aber das macht sie umso reizvoller. Und nicht drauf die Begleitung auch, nicht? Nicht die Crescendo machen Sie nicht. Machen wir nicht. Ist der Bogen okay? Ja, sehr gut. Machen wir das erstmal, es ist sehr schwer zu sagen, machen wir erstmal technisch und dann mit Ausdruck. Weil komischerweise finden Sie nicht, die Technik ist der Ausdruck gleichzeitig. Wenn man also technisch macht ohne Ausdruck, ist nichts. Machen Sie es gleich im Ausdruck und werben Sie. Nicht um mich oder um sonst jemand, sondern um eine imaginäre, schöne. Und denn Sie werden sie rumkriegen mit Ihrer Geige, wenn Sie es... Sicher. Après le travail d'introspection sur la partition, après le travail qui est fait en commun pendant les répétitions, après il y a la cerise sur le gâteau, il y a le concert. Mais tout a été quasiment fait pendant la répétition. Mais le concert, on est sans filet là. Et parfois, par exemple, Furtwängler, il changeait de tempo en plein milieu d'une symphonie. Il fallait que les musiciens suivent le tempo de Furtwängler. On ne savait jamais exactement quand il allait démarrer et où est-ce qu'il allait nous emmener. Et les musiciens se calaient parfaitement par rapport à lui. Alors là, pour exemple d'autorité naturelle, de joie de diriger, la cerise sur le gâteau, la joie du concert, écoutons par exemple Leonard Bernstein dire dans un extrait de l'ouverture de Léonore III de Beethoven, avec l'orchestre de la radiodiffusion bavaroise. Alors Jacques Attali, à cette phrase, il dit au fond, l'alchimie se crée à la dernière seconde. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment du concert que l'alchimie va se produire. Et le rôle du chef d'orchestre à ce moment-là, c'est de donner confiance aux musiciens. Il y a une anecdote, le début de la 4e symphonie de Bruckner, par exemple, commence par un corps solo. Vous imaginez
le poids de la responsabilité du corps solo sur les épaules parce que tout repose sur lui. Et un jour, à la Philharmonie de Vienne, le corps solo, pourtant vous imaginez, le corps solo de la Philharmonie de Vienne a fait un canard. Le chef d'orchestre est venu à la fin. Il l'a pris dans ses bras. Il lui a dit, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes en souffrance, mais moi, vous êtes un être humain, vous avez fait une erreur, hein, et je vous admire et je vous respecte. Alors, passons, si vous le voulez bien, à la partie 2. Chef d'orchestre, chef d'entreprise, convergence. Le but, bien sûr, c'est d'obtenir un résultat. Le meilleur qui soit. C'est-à-dire que le public soit, non pas satisfait, mais en extase, hein, en euphorie. J'ai assisté à des concerts où il y a 20 minutes d'applaudissements. Debout. C'est non seulement de satisfaire, mais vous savez, moi on disait par exemple à Conforama, on disait il ne faut pas satisfaire le client. Non, satisfaire le client, il faut l'enchanter, il faut le réenchanter. Vous voyez, se satisfaire, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, il faut le surprendre. Alors, les points communs, bien sûr, c'est l'exigence élevée. Moi je disais souvent, hein, on ne reprochera jamais à un manager d'être très exigeant. Au contraire, on lui reprochera de ne pas être suffisamment exigeant, d'être laxiste. Mais il faut que le niveau d'écoute soit proportionnel au niveau d'exigence. J'ai rencontré beaucoup dans ma carrière de managers très exigeants. Le niveau d'écoute n'était pas à la hauteur. Alors, Klaus Mekela, jeune chef brillant, finlandais, à l'Orchestre de Paris, né en 1996, vous imaginez, eh bien, il écrit à propos du niveau d'exigence. Le chef est celui qui exige des autres qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui ne doit rien lâcher pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Il doit challenger. Le danger, c'est d'être facilement content de soi alors qu'on doit toujours repousser ses propres limites. Parce que ce qui menace les grands orchestres, y compris Berlin, Vienne, Amsterdam, etc., c'est la routine. Oh bah oui, la 4e de Brahms, on l'a déjà dirigée 300 fois, on s'en fout. Non, on va la recréer. Hein, ça va être comme une première fois. Hein. Il y a un musicien qui dit comme ça, avec Furtwängler, on avait l'impression que c'était la première fois qu'on dirigeait l'œuvre, qu'on jouait l'œuvre. C'était une redécouverte. Vous voyez. Klaus Mekela, toujours, 28 ans quand même. Hein. Il vient d'être nommé au Concertgebouw d'Amsterdam, un des meilleurs orchestres du monde. Hein. Les musiciens aiment le chef qui va les faire jouer mieux, peu importe sa gestuelle. Vous voyez, c'est pas tellement les gestes qui comptent, c'est ce que le regard va porter et c'est ce que la personne va incarner, hein, ce que le chef d'orchestre porte en lui. Et il ajoute, quand ma façon de voir les choses rencontre la leur, alors c'est merveilleux. Vous voyez, toujours la vision, hein, il faut qu'il la partage cette vision. Hein, voilà. Donc il y a une espèce de co-construction aujourd'hui qui s'opère dans les orchestres. Alors il faut bien sûr de l'autorité naturelle, il faut du charisme. Alors là, par exemple, vous avez un témoignage sur Richard Wagner, notamment, toujours de Félix Weingartner, qui parle de Richard Wagner. Fürstenau. Alors Fürstenau, c'était le vieux flûtiste de Dresde, c'était le flûtiste soliste de l'Orchestre Philharmonique de Dresde. Me raconta que souvent, lorsque Wagner dirigeait, les musiciens n'avaient plus l'impression d'être guidés. Chacun croyait suivre librement son propre sentiment, et pourtant, tous coopéraient merveilleusement. C'était la volonté de Wagner, qui s'était communiquée à tous, imperceptiblement, mais avec force. Ainsi, chacun se croyait libre, tout en suivant le chef, dont la puissance artistique vivait et opérait en lui. Fin de citation. Vous voyez ? Donc c'est une espèce de mélange, en fait, entre une autorité absolue et en même temps le fait de créer l'adhésion autour de soi. Eh bien, cette puissance artistique, cette maîtrise absolue, cette espèce de, si vous voulez, de sérénité, vous voyez, du grand chef d'orchestre qui arrive à maturité, eh bien, on la sent ici. On est au Concertgebouw d'Amsterdam, Bernard Haitink, qui dirige la 35e de Mozart. Vous allez voir cet homme qui inspire la sérénité, la paix, l'autorité, la spiritualité, et les musiciens le suivent comme un seul homme.
ce même Bernard Haitink, qui a dirigé aussi jusqu'à un âge très avancé, qui déclare « Tous les orchestres, du meilleur au moins bon, ont besoin d'être motivés. Ils n'aspirent qu'à mieux jouer. Ils supplient même qu'on les fasse mieux jouer. Cela fonctionne quand le chef est en mesure d'offrir quelque chose. » Bruno Walter également, grand chef qui était un ami de Gustav Mahler, grand chef mozartien aussi, qui déclare, alors là on croirait entendre un DRH ou un chef d'entreprise, le chef d'orchestre doit s'efforcer d'encourager toutes les volontés de participation au sein de l'orchestre. Il doit découvrir les capacités de ses collaborateurs et les exploiter au maximum, éveiller leur intérêt intellectuel, faire progresser leurs talents musicaux, bref, exercer sur eux une influence fécondante. Belle phrase, ça. Alors, vous savez, on dit souvent dans l'entreprise, il faut être ferme sur l'objectif, souple sur les moyens. Eh bien, un chef d'orchestre, je pense qu'il doit être ferme sur l'objectif. C'est-à-dire que j'ai une vision de cette symphonie, et je ne vous lâcherai pas tant qu'on n'y sera pas arrivé, mais en même temps, souple sur les moyens, c'est que si le premier violon ou le flûtiste solo a une suggestion, elle sera la bienvenue. Et moi, j'ai assisté à quelques répétitions comme ça, notamment avec Herbert Blomstedt, avec l'orchestre de la radiodiffusion bavaroise. J'ai vu à quel point il tenait compte des remarques exprimées par ces musiciens. Alors, troisième partie et dernière partie, chef d'orchestre, chef d'entreprise, divergence. Alors, ce n'est pas exhaustif, peut-être qu'on enrichira ensemble le contenu. D'abord, si vous voulez, la partition d'un chef d'orchestre, elle est immuable. Vous imaginez, quand vous dirigez par exemple l'Eroica de Beethoven, c'est la même partition depuis qu'elle a été créée, cette symphonie. L'orchestre, lui, il a été constitué à la fin du 19e. Alors, de temps en temps, on peut mettre les contrebasses à droite ou les contrebasses à gauche, mais ça ne change pas grand-chose. La configuration, elle est connue. La partition du chef d'entreprise, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, elle change tous les jours. Ce n'est pas du tout la même partition. Là, il faut s'adapter beaucoup plus. Donc, l'orchestre, c'est un terrain connu, même si c'est une récréation à chaque fois. Ensuite, il y a dans l'orchestre, dans le métier de chef d'orchestre, une unité de lieu. Or, un chef d'entreprise, lui, il a des établissements dans le monde entier. Il n'y a pas une unité de lieu, il n'a pas tout le monde sous la main. Il a des gens partout dans le monde. Donc, ce n'est pas du tout la même manière de piloter une organisation. Le langage, il est commun chez les musiciens. Tous les musiciens parlent le même langage, quelle que soit leur nationalité. C'est le langage de la musique. Mais dans les entreprises, et je l'ai vécu, les gens du marketing, ils ne parlent pas le même langage que les gens de la logistique. Les gens de la logistique, ils ne parlent pas le même langage que les gens de la direction financière. On a des gens qui ont un peu des cloisonnements par métier, et ce n'est pas facile. On a l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Nous, par exemple, à Conforama, on avait un gros problème entre les commerciaux et le service après-vente. Voilà. Ce n'était pas le même langage. On ne parlait pas du tout la même langue. Donc là, le rôle du manager, justement, c'est de faire en sorte que tout le monde parle le même langage. Dans la musique, ça part tout de suite, quelle que soit la nationalité des musiciens. Il faut savoir qu'à la Philharmonie de Berlin, par exemple, il y a 27 nationalités différentes. Il y a eu une mondialisation des orchestres. Il n'y a que guère qu'en Allemagne de l'Est, à Dresde, Leipzig, où là, c'est un peu moins mondialisé. Alors, autre différence, me semble-t-il, c'est que le niveau de qualification, il est très élevé dans les orchestres. Vous avez des musiciens qui ont tous fait le conservatoire, qui sont tous capables de jouer en soliste pour la plupart, alors que dans l'entreprise, vous n'avez pas le même niveau de qualification. Vous avez des gens qui sont hautement qualifiés et vous avez des gens qui sont peu qualifiés, voire pas du tout qualifiés, et dont on a besoin. Nous, à Conforama, on avait besoin de manutentionnaires. Donc vous voyez, là, il y a une différence aussi. Et puis, me semble-t-il aussi, l'âge. Imaginez un chef d'entreprise qui, comme par exemple Herbert Blomstedt, ait 97 ans. Vous pensez que ce chef d'entreprise serait à même de véritablement impulser l'énergie, impulser l'esprit d'innovation, l'internationalisation de son entreprise? Je ne pense pas qu'un chef d'entreprise de 97 ans soit à même de, faire progresser l'entreprise dans sa performance globale. Or, un chef d'orchestre, lui, il est au top. Là, quand il va diriger la Philharmonie de Berlin le 20 décembre, les Berlinois se donneront le maximum pour lui. Et ça sonnera magnifiquement. Alors, conclusion. Eh bien, il y a le jeune chef Yannick Nézet-Séguin, il a une cinquantaine d'années, d'origine canadienne, excellent chef d'orchestre d'ailleurs, qui écrit « La vérité, la beauté peuvent emprunter des chemins différents.
C'est ce qui me fascine de plus en plus dans la musique. Eh bien, à nous de diffuser et de déployer cette beauté partout là où nous sommes. Merci infiniment de votre attention. Merci. Et puis, bien entendu, je n'ai fait qu'aborder quelques thèmes entre les convergences et les divergences. Vous en savez sûrement plus que moi sur le sujet. Donc, bien sûr, à vous maintenant de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis, vos questions ou vos apports. Sur l'internationalisation des orchestres. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'orchestre allemand composé de 27 nationalités différentes. On voit dans les répétitions que les chefs allemands parlent allemand. C'est quoi l'unité de langue dans un orchestre qui regroupe 27 nationalités? C'est l'anglais? Alors, est-ce que tout le monde s'est mis à l'allemand? Dans les orchestres allemands, les répétitions se font en allemand. Donc les étrangers, par exemple dans les orchestres allemands, il y a beaucoup de japonais. D'ailleurs, un des premiers violons du Philharmonique de Berlin est japonais. Il faut qu'ils connaissent l'allemand et qu'ils maîtrisent l'allemand. On va pas. Bon. Alors si c'est un chef étranger, si c'est Nézet-Séguin qui vient, peut-être qu'il va parler en anglais. Mais la plupart du temps, quand même, ça se fait dans la langue du pays. Ouais. Vite. Vas-y. Ils vivent là-bas. Ils sont étrangers, mais ils vivent là-bas et ils font membre d'une communauté. Non, mais je vous ai parlé avec le monde de l'entreprise, que la langue commune d'entreprise, sauf rares exceptions, c'est l'anglais. Oui. Aujourd'hui, c'est la langue, c'est de l'apprentissage. Vas-y. Alors, je passerai le micro, je circulerai avec le micro. Là, face à toi, tu as des DRH, donc du coup, parce que c'était passionnant, mais du coup, quel est le message? Qu'est-ce que l'on doit apprendre en fait d'un chef d'orchestre quand on est DRH, selon toi? Je vous l'ai dit, c'est qu'il faut aller au-delà de la technique. Ah, mais ça, c'est certain. Et c'est-à-dire que je pense que le charisme, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Parce que j'entends parler beaucoup de leadership. C'est le titre du livre, mais j'entends parler de leadership, je lis des choses sur le leadership. Le leadership, mais c'est quelque chose de mystérieux, le leadership. C'est un peu lié au charisme. Vous voyez? Ça ne s'apprend pas, le leadership. Il n'y a pas d'école de leadership. Moi, je voyais des formations leadership, mais non, c'est en soi, je veux dire. Et alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur le chef d'orchestre. Vous avez vu les personnalités. On ne voit qu'eux. Ils sont là, c'est ce que j'ai dit à un moment. Il est là et l'orchestre sonne différemment. Où on joue comme des damnés, simplement parce qu'il nous regarde. Il est là, il est présent, mais il incarne quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Il y a une incarnation. Et ça, cette incarnation-là, elle ne s'apprend pas dans les business schools. Pas vrai. Et c'est la passion du métier, du coup. C'est la passion, c'est la dimension, c'est l'épaisseur humaine. Vous voyez? C'est, l'épaisseur humaine. L'humanité de la personne. Ses qualités morales. Son exemplarité. J'ajouterais peut-être un peu le sens politique également, dans le sens où il y a peut-être des fois les stars, des solistes qui veulent exceller, et du coup, il faut quand même avoir l'esprit d'équipe et la coordination. Bien sûr, mais c'est fondamental. Sans se couper des stars, mais faire en sorte que tout le monde dialogue, quoi. Absolument. Les Allemands ont cette expression qui est très belle, ils disent « zusammen musizieren ». Zusammen musizieren, ça veut dire jouer ensemble, faire de la musique ensemble. Et c'est vrai qu'il y a, globalement, dans les orchestres allemands, même s'ils se sont internationalisés, il y a plus l'esprit grégaire, l'esprit de groupe, que dans les orchestres français, où là, on a plus une assemblée de solistes. Vous voyez, je caricature, mais il y a un peu de ça. On retrouve un peu l'esprit français individualiste dans les orchestres français, qu'on n'a pas dans les orchestres allemands, où là, tout le monde joue dans la même direction. Non, mais le chef d'orchestre doit aussi tenir compte des sensibilités, des susceptibilité, etc. Bien sûr, et notamment le premier violon. Le premier violon, souvent, il est plus âgé que le chef, notamment quand il a 28 ans. Il a joué beaucoup plus souvent l'œuvre que le chef. Et donc là, il y a un dialogue qui s'opère entre le premier violon, qui est un peu le premier violon, c'est un peu... D'ailleurs, en allemand, on dit Concertmeister. Concertmeister, c'est le maître de concert. Et avant l'apparition du chef d'orchestre, le chef d'orchestre est apparu à la fin du 18e, début du 19e. C'est une invention récente, le chef d'orchestre. Avant, au 18e, c'était le premier violon qui dirigeait. Il était assis, et avec les autres. Et c'est après, quand les orchestres sont devenus beaucoup plus gros, que le chef d'orchestre sur son podium est apparu. Donc le rôle du chef d'orchestre, forcément, en termes de cohésion, c'est fondamental, c'est très, très important. Et vous avez vu Karajan qui dit au premier violon,
Vous avez entendu la flûte là? Non, vous ne l'entendez pas parce que vous jouez trop fort. Alors, s'il vous plaît, écoutez la flûte. Je fais deux remarques. La première, vous allez peut-être m'éclairer. Que pensez-vous des chefs d'orchestre, pianistes, qui jouent et qui dirigent l'orchestre? Ouais. Donc il ne peut pas y avoir le même type d'échange. Bah, y a le travail qui est fait en répétition. Oui, mais d'accord. Par rapport à ce qu'on a vu, il n'y a pas la même gestuelle, Non. etc. Mais la répétition, c'est quand même là où le travail se fait. Hein. Après, je vous l'ai dit, hein, on part un peu sans filet. Le concert, c'est une aventure, le concert. Hein. On a bien répété avant, mais il peut toujours y avoir un problème. Hein. Donc le pianiste chef d'orchestre, oui, bah, ça a été le cas de Barenboim, notamment, souvent dans les concertos de piano de Mozart ou d'autres. Hein. Alors, c'est souvent quand même, un concerto pour piano de Mozart, c'est absolument magnifique, hein, j'adore, mais ce n'est pas un gros effectif orchestral. Vous voyez, c'est pas une symphonie de Gustav Mahler ou de Bruckner. Donc c'est plus facile, entre guillemets. Moins vous avez de musiciens, plus c'est quand même facile. Hein. Plus vous avez de percussions, de cuivre, etc., plus vous avez vous voyez, plus c'est difficile de coordonner, hein, d'harmoniser les choses. Hein. Mais les concertos pour piano de Mozart, ça peut jouer avec 30-35 musiciens. Essentiellement des cordes, parce qu'il y a peu de percussions et il y a peu de cuivre. Vous voyez ? Et l'autre point, pour apporter vraiment de la modernité, j'ai vu l'autre jour, il y avait un petit reportage sur un robot qui dirigeait un orchestre et qui avait 4 bras. Ouais. Et donc, faisait quelque chose que le chef d'orchestre ne peut absolument pas faire. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Non, j'ai pas vu. Et alors justement, je expliquais qu'en dirigeant comme ça, il peut obtenir une musicalité différente bien sûr. D'un orchestre habituel. Oui, sûrement. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'incarnation. Et donc on va être dans la technique, on ne sera plus dans l'esprit, hein, de ce que Bruno Walter, d'autres chefs parlaient, hein, bien sûr. Hein. Ça va être désincarné. Oui. Alors, vous avez dit que la première tâche du chef d'orchestre est de comprendre la partition. Et donc, il passe parfois de nombreuses années à comprendre une partition. Mais du coup, qu'est-ce qu'il transmet? Est-ce qu'il y a une évolution dans les chefs d'orchestre, dans leur transmission de cette compréhension de la partition à ses musiciens? Est-ce que finalement, ils donnent des consignes sans explication du fond? Ou est-ce qu'ils partagent un petit peu l'aventure de leur propre compréhension globalement? Est-ce que finalement on va de plus en plus vers une sorte d'intelligence collective de l'orchestre où les chefs d'orchestre, verticalement, ils donnent des consignes et c'est tout? Alors là, écoutez, merci de votre question. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'orchestre qui sont taiseux. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'orchestre qui parlent très très peu. C'était le cas par exemple de Claudio Abbado. Claudio Abbado, il arrivait, allez hop, on partait comme ça et il parlait très peu. Mais il arrivait à un niveau exceptionnel, hein. Mais il s'intéressait peu aux répétitions. Il misait tout sur le concert. C'était là vraiment où le concert, c'était que... En plus, c'est un orchestre qu'il avait constitué à Lucerne, le fameux festival de Lucerne, hein, où je me rends régulièrement, qui joue l'été. C'est évident que, si vous voulez, je vous l'ai dit, l'ennemi de l'orchestre, c'est la routine. C'est l'ennemi de tous, hein, de toutes les entreprises, c'est la routine. Hein. Bon. Donc le chef d'orchestre, il est là effectivement pour briser la routine et pour dire hey, vous avez toujours fait comme ça, vous avez toujours dirigé la 4e de Brahms comme ça, mais moi je vous propose de la diriger autrement. Hein. Je vais vous amener autre chose. Hein. Voilà. Donc il y a ceux qui parlent beaucoup, il y a ceux qui ne parlent pas beaucoup. Hein. Et puis il y a ceux qui parlent de l'esprit de l'œuvre, ils vont parler du compositeur, de sa vie, de ses amours, etc. Et puis il y a ceux qui vont se concentrer uniquement sur la technique. Alors là, il y a des triples croches, là, il y a des chromatismes, etc. Hein. Donc chaque chef d'orchestre est différent. Il y a ceux aussi qui sont un peu dictateurs. Hein. Même aujourd'hui, il y a encore des chefs qui sont un peu autoritaires. Hein. Et puis il y a ceux qui sont plus participatifs. Pardon? Est-ce qu'il y a une évolution historique? Oui, il y a une évolution historique parce que là, par exemple, l'attitude de Toscanini avec ses musiciens, ou même de Karajan, hein, serait plus tolérable aujourd'hui. D'ailleurs, Karajan, à la fin, il a voulu imposer une jeune clarinettiste, hein, Sabine Mayer. Les musiciens, qui sont une espèce de république, hein, c'est eux qui désignent le chef d'orchestre, ils n'étaient pas d'accord. Là, il y a eu un combat à mort entre les deux, et c'est les musiciens qui ont gagné. Hein. C'est que Karajan, après, il dirigeait surtout le Philharmonique de Vienne, à la fin de sa vie. Il est revenu à Berlin, ils se sont rabibochés. Mais disons que, oui... donc parce qu'il avait été nommé chef à vie. C'est un des rares dans l'histoire de la musique qui avait été nommé chef à vie. Chef à vie, vous imaginez, c'est assez pesant pour les musiciens, parce qu'ils se disent il va falloir qu'on attende qu'il décède pour changer de manager, quoi. Donc ils en avaient un peu assez.
Et voilà, c'était un peu pesant pour eux. Donc ça évolue, bien sûr. Nézet Séguin, par exemple, il est adorable, le chef canadien, là. Alors lui, vous savez, c'est l'anglo-saxonne, il serre la main à tout le monde, il sourit, il est là, et il diffuse de la joie, de la bonne humeur, mais en même temps, c'est d'un très très haut niveau, à la fois spirituel et musical. Hein. Je voulais juste évoquer deux différences que je peux voir également par rapport au leadership. La première, c'est ce qui concerne la créativité, où je me dis que le chef d'entreprise a une attitude probablement un petit peu plus forte que le chef d'orchestre qui, en termes de créativité, va simplement changer l'interprétation et la jouer différemment, plus vite, forté, etc. Ouais. Ça, c'est la première. Donc ça milite un peu en faveur du chef d'entreprise qui a plus de latitude. Exact. Et par rapport au deuxième point, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, ça va revenir. Non, je l'ai perdu, c'est pas grave. Ça vous reviendra peut-être. Peut-être du coup un deuxième point pour compléter. En l'occurrence, vous avez un peu évoqué la notion de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Todd Field qui s'appelle Tar, T-A-R. Oui, j'ai vu, oui. Justement, c'est très fort et Ouais. elle retranscrit vraiment cette notion de pouvoir par rapport à son orchestre. Je trouve que c'est quelque chose aussi qui ressort vachement côté ressources humaines et même les directions d'entreprise se doivent aussi d'exercer un peu cette relation de pouvoir. J'ai pas trouvé le deuxième point, c'est la notion de répétition, où en entreprise, je pense qu'on aimerait tous avoir plus le temps de pouvoir répéter sur certains sujets avant de jouer en live, et que malheureusement, on joue souvent tout de suite en live. Oui. En moyenne, les répétitions, hein, c'est 3 à 5 répétitions, c'est en moyenne, hein, de 3 heures. Alors il y avait des chefs, par exemple, comme Günther Wand qu'on a vu tout à l'heure, là, lui, il disait « je viens à Berlin s'il y a 7 répétitions, sinon je ne viens pas ». Bon, alors, comme il était Günther Wand, on acceptait cette répétition, mais en moyenne, effectivement, ils prennent le temps, hein, ce que vous n'avez pas, vous. Pardon ? Les femmes chefs d'orchestre. Il y a de plus en plus de femmes chefs d'orchestre, oui. De plus en plus. Ça change quelque chose? Non, pas vraiment, en fait. Moi, je dis souvent, hein, peu importe que ce soit une femme ou un homme qui dirige, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est un bon chef d'orchestre ou une bonne chef d'orchestre ou pas. Le fait que ce soit un homme ou une femme, ça, finalement, ça ne change pas vraiment. Par exemple, il y a une dénommée Simone Jung, hein, qui dirige très très bien, par exemple, les opéras de Wagner. Elle était à Bayreuth cette année. Elle dirige bien aussi Bruckner, Mahler, etc. Des symphonies, vous voyez, grosse artiche, comme disent les Allemands, hein, grandiose. Hein. Donc voilà, donc non, il n'y a pas de... Il y a encore une question là-bas. Et une là-bas. C'est une là-bas, et après moi, après c'est fini. On va rester. Oui. Plus qu'une question, Yves, ce serait plutôt des remerciements, parce que votre intervention m'a beaucoup parlé. Parce qu'encore la semaine dernière, mon directeur me disait « Jérémy, ton boulot, c'est être le chef d'orchestre de l'entreprise, de bien vérifier qu'on ait les bons instruments et qu'ils jouent bien au bon moment. » Je vous avoue que je suis sorti de cet entretien en me disant « Ok, c'est un poète, très bien, mais c'était pas très clair pour moi. » Je vous avoue que maintenant, en vous écoutant, je crois que c'est beaucoup plus clair, donc vous avez peut-être sauvé la question de fin d'année. Merci. Oui. Oui, mais ça rejoignait la question sur la diversité finalement et pourquoi on voit. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de femmes chefs d'orchestre, oui. Mais effectivement sur la scène, on en voit un petit peu moins. Alors peut-être que c'est en devenir ou qu'il y a une dynamique, mais vous sentez qu'il y a un mouvement de ah oui, c'est très clair. Oh là là, c'est énorme. Hein. Il y a eu en 50 ans, là, partout, à Berlin, partout aux États-Unis, même en France, beaucoup de chefs finlandaises, hein, jeunes chefs finlandaises. Parce que la Finlande crée beaucoup de chefs d'orchestre. Parce qu'il y a un professeur là-bas, à Helsinki, qui paraît-il est charismatique, excellent, et il fabrique des chefs d'orchestre à l'appel. Voilà. Non, mais il y a de plus en plus de femmes chefs d'orchestre, réellement. Hein.